De quoi l'affaire Sarkozy est-elle le symptôme ? À chaque affaire, et il y en a ces derniers mois, la France découvre que son système politique n'est peut-être pas aussi vertueux qu'il n'y paraît. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, un ancien président a été placé en garde à vue dans un premier temps. Nicolas Sarkozy est désormais mis en examen pour corruption active et trafic d'influence. La politique française est-elle malade ? Jean Garrigue est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique. Vous êtes notamment l'auteur du livre « Les scandales de la République, de Panama à l'affaire Elf ». C'est aux éditions Robert Laffont. Avant de vous donner la parole, Jean Garrigue, on va voir comment s'est développée cette affaire au fil des heures. C'est ainsi qu'en parle notre partenaire belge, la RTBF. C'est signé Annick Delvoye. Il vient de passer 15 heures en garde à vue. À 2 heures du matin, Nicolas Sarkozy a été libéré. Mais il est surtout mis en examen. Les juges ont retenu 3 chefs d'accusation. Corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, et Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation, ont également été mis en examen. Ce matin, le Premier ministre socialiste Manuel Valls a réagi en rappelant quelques principes. On rappelle des principes d'indépendance de la justice, qui doit pouvoir accomplir son travail sereinement. Personne n'est au-dessus des lois, deuxième principe. Et puis ensuite, il y a évidemment, et c'est important de le rappeler, la présomption d'innocence. Les juges pensent que Nicolas Sarkozy et son avocat ont corrompu des hauts magistrats pour obtenir des informations sur l'enquête Bettencourt. Ils s'appuient pour cela sur des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. L'enquête continue. À ce stade, Nicolas Sarkozy pourrait encore bénéficier d'un non-lieu. C'était le cas dans l'affaire Bettencourt, mais s'il y a suffisamment de preuves, Nicolas Sarkozy sera poursuivi devant le tribunal. Il risque, en théorie, jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Avec nous dans 64 minutes, Jean Garrigue, historien. Alors cette affaire provoque une véritable onde de choc en France. Comment l'expliquez-vous ? D'abord le terme de corruption, qui a quand même une signification morale, je dirais, très très forte dans notre histoire, même si en réalité on peut s'interroger véritablement sur l'adéquation de cette incrimination avec ce qui s'est passé réellement. On est plus près du trafic d'influence. Enfin, c'est vrai que c'est une première, un président de la République en garde à vue. Ce n'est pas une première qu'il ait été mis en examen, ça avait été le cas de Jacques Chirac au lendemain, quelque temps après ces 2 présidences, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même tout à fait nouveau. Et puis ça vient, vous voyez, il y a une convergence d'affaires là autour de Nicolas Sarkozy. Je dirais même une accélération du rythme des affaires. Pas simplement autour de Nicolas Sarkozy, il y a eu l'affaire Cahuzac notamment. Donc évidemment, ça donne aux Français l'impression qu'au fond, en permanence, il y a quelque chose de trouble qui se passe là-haut. Jacques Chirac, vous le disiez, a été mis lui aussi en examen peu après la fin de son 2e mandat. Le verrou de l'impunité a-t-il sauté ? Est-ce ça la nouveauté ? Quand même, c'est vrai que je dirais que jusqu'aux années 1990, très tard dans le XXe siècle, véritablement, on peut dire que les contre-pouvoirs étaient muselés par le pouvoir politique et que ce soit les médias, le pouvoir judiciaire avaient beaucoup de mal à faire émerger d'abord des affaires de ce type et puis surtout à obtenir des sanctions judiciaire ou politique. Là, on voit quand même que les médias font un travail très actif, qu'au fond, il n'y a plus du tout de secret de l'instruction, que les dossiers sortent, que les affaires sortent, et qu'il y a une intransigeance nouvelle quand même par rapport à ces dérives, par rapport à ces dysfonctionnements, par rapport à ce qui est surtout, à mon sens, cette espèce de sentiment d'impunité, si vous voulez, de la caste politique française, j'emploie à dessein le mot de caste, qui fait que on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs. De quoi cette affaire Sarkozy, Jean Garrigue, selon vous, est-elle le symptôme Alors justement, elle est à mes yeux avant tout le symptôme de cette impression d'impunité qui touche tous les domaines d'ailleurs. Alors ça a pu se traduire dans le temps par des abus de pouvoir, y compris du temps de François Mitterrand, parce que l'affaire du Rainbow Warrior par exemple, c'est quand même une sorte de coup de force monté, au moins par le ministère de la Défense et sans doute ce bateau de Greenpeace qui a été coulé. Les Irlandais de Vincennes, on avait imaginé une fausse base terroriste à Vincennes. Les écoutes aussi. Les écoutes téléphoniques. Donc ça ne date pas d'hier non plus. Mais il y a cette permanence de cette
caste politique française, je le répète, qui, et là on le voit très bien avec Nicolas Sarkozy, au fond se dit, bon, je suis un ancien président de la République, mais quand même, j'ai des amis dans le monde judiciaire, dans le monde policier aussi, aux renseignements généraux, qui vont peut-être me donner quelques coups de main et puis quelques renseignements, surtout sur les affaires en cours. Alors, ça n'est pas forcément de la malhonnêteté, ça n'est pas forcément de la corruption, mais il y a quand même des dérives. Alors, affaire, vous l'avez dit, Cahuzac. D'ailleurs, tout à l'heure, je présentais votre livre. Le titre a évolué, puisque tout à l'heure, ça s'arrêtait à l'affaire Elf. Désormais, ça s'appelle « De Panama à l'affaire Cahuzac ». Jean Garrigue, comment moraliser la vie politique? Vous qui êtes d'ailleurs, il me semble, président du comité d'histoire parlementaire. Oui. Et Dieu sait que le monde parlementaire, à plusieurs reprises, a affirmé sa volonté de moraliser la vie politique. Vous savez, l'idée de moralisation, elle date du début de la Troisième République, c'est-à-dire dans les années 1870, où les républicains arrivent au pouvoir précisément pour moraliser par rapport à ce qu'était le Second Empire. Donc c'est très ancien. On voit très bien que chaque fois qu'on essaye de moraliser, je pense aux grandes lois de 1995 qui régulaient le financement des campagnes politiques, eh bien on contourne. On l'a vu avec l'affaire Big Malion, qui à mon sens est une affaire beaucoup plus importante que celle qu'on a actuellement à gérer, à examiner. Mais on voit très bien qu'il y a toujours cette tentation de contourner la règle. Ça, c'est quelque chose quand même de typiquement français. Et ça vient précisément, là aussi, c'est mon analyse, ça vient de ce sentiment qu'au fond, à partir du moment où on est élu du peuple, on est un petit peu propriétaire finalement de l'État et on fait un petit peu ce qu'on veut. Et je crois que tout ça, ça doit évoluer. Il faut que ça change. Alors on va voir comment cette affaire est perçue en Suisse. Bonsoir à vous Jean-Philippe Chalère, merci d'être avec nous. Vous avez été pendant de longues années correspondant de la RTS, notre partenaire suisse à Paris. Vous avez couvert l'actualité politique française durant le premier mandat notamment de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Alors comment vous, à titre personnel, percevez-vous de Genève ces derniers événements ? Écoutez, avec un certain effarement, même si l'on est habitué depuis l'affaire Bettencourt et ses fameux enregistrements à la litanie des affaires qui mettent en cause Nicolas Sarkozy, celle-ci, il faut quand même bien le noter, elle est hors norme, ne serait-ce que par l'infamante mise en examen pour corruption active, ne serait-ce aussi que par la qualité des protagonistes, un très haut magistrat, un avocat de renom et un ancien président de la République qui utilisent tous des méthodes de voyous avec des téléphones portables sous des faux noms pour essayer d'influencer la justice. Mais alors attention, comme on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, tout cela peut très bien se dégonfler, les écoutes peuvent être jugées illégales et dans ce cas la mise en examen tombe, tout comme était tombée, on s'en souvient, la mise en examen de Sarkozy dans l'affaire Bettencourt pour abus de faiblesse. C'est l'image du système politique français, diriez-vous Jean-Philippe, qui va mal et c'est l'image que l'on a de ce système en Suisse, selon vous, un système finalement vérolé ? Oui, alors vérolé, c'est peut-être un bien grand mot, parce que si vous voulez, vu de Suisse, on pourrait plutôt dire que la France fait peur avec près de 2000 milliards d'euros de dette, avec un chômage qui explose. On se demande si tout cela va pas très mal finir. C'est plutôt un système, je dirais, qui est à bout de souffle. Alors il suffit effectivement de quelques individus sans scrupules, comme Jérôme Cahuzac à gauche, ou Nicolas Sarkozy, s'il est effectivement déclaré coupable de tout ce dont la justice l'accuse, pour finalement jeter l'opprobre sur tout le système. Et au final, on voit bien à qui cela risque de profiter, à Marine Le Pen, au Front National. Merci à vous, Jean-Philippe Chalère, confrère de la télévision suisse romande. Vous avez été correspondant à Paris pendant de nombreuses années. Alors, des extraits viennent de nous parvenir petit à petit. Je vous le disais, il s'agit d'un enregistrement. Nicolas Sarkozy ne sera pas en direct ce soir à la télévision. Jamais je n'ai violé l'état de droit. Je me sens humilié, déclare le président français. Une réaction à ces propos, Jean Garrigue ? Bon, c'est la réaction classique des politiques qui sont pris la main dans le sac dans la plupart des affaires. Maintenant, c'est vrai que sur le plan juridique, peut-être sera-t-il fondé à affirmer et à prouver qu'il n'a pas justement violé l'état de droit. Ça, c'est tout à fait possible. Simplement, il y a un préjudice moral. Il y a là quelque chose qui, pour l'opinion, pour les médias, mais aussi, je le répète, pour l'opinion publique, n'est pas clair. Il y a des interférences entre les pouvoirs et tout cela, effectivement, jette un voile quand même très critique sur ce qu'est notre classe politique. Nicolas Sarkozy, ancien président, bien entendu. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'un autre livre passionnant, Jean Garrigue, Les hommes providentielle, histoire d'une fascination française. C'est aux éditions du Seuil. On a entendu Jean-Philippe Chalère qui nous parlait du chômage, d'une France en crise. Est-ce que les Français, après cette affaire, attendent encore
l'homme providentiel. Le problème, c'est qu'ils l'ont eu, cet homme providentiel. C'était justement Nicolas Sarkozy en 2007 qui a fait beaucoup pour faire rejouer cette mythologie de l'homme providentiel. De la République irréprochable. Et de la République irréprochable. D'une certaine manière, en disant que le changement, c'était maintenant, apparaissait aussi cette idée avec François Hollande. J'ai peur qu'une certaine lassitude se fasse jour. Alors on se disait que, et c'est l'enjeu d'ailleurs de tout ce qui se passe, que Nicolas Sarkozy serait une figure de recours, là encore, puisqu'il est dans l'extériorité par rapport à ce qui se passe. Il n'est plus dans la vie politique active, en tout cas, il n'est pas au centre de la vie politique. Il fait figure d'homme providentiel pour une partie des militants de la droite, mais on voit bien qu'avec ce qui se passe, son image de vertu, son image d'énergie peut être aussi très entachée par ses affaires. Alors, un autre livre, vous êtes disons très prolifique, Le Monde selon Clémenceau, formules assassines, traits d'humour et prophéties, c'est chez Talandier, c'est votre nouveau livre là-dedans. Avant de se quitter, peut-être une petite phrase de Clémenceau, selon vous, qui illustrerait ou qui correspondrait à ce qu'on vit aujourd'hui en France, s'agissant de la politique? Écoutez, là vous me prenez à brûle-pourpoint, il n'y a pas vraiment de phrase de Clémenceau là-dessus, simplement, Clémenceau, lui, a été pris dans un scandale de corruption gigantesque, c'était le scandale de Panama, et accusé à tort. Et simplement, l'exemple de Clémenceau nous montre à quel point il faut être aussi vigilant et respecter la présomption d'innocence. Vous disiez tout à l'heure, l'homme providentiel, c'était la posture entre guillemets affichée par Nicolas Sarkozy. Il se présente aujourd'hui comme un homme humilié. Est-ce que ça peut faire écho dans l'esprit des Français, cette victimisation? Cette victimisation peut effectivement, et d'ailleurs ça a été souvent le cas pour ces hommes providentiels, se victimiser par rapport aux élites, par rapport au pouvoir en place. Ça peut être aussi un élément positif. Reste à savoir comment les choses vont évoluer sur le plan judiciaire, comment le tempo judiciaire va interférer avec le tempo politique. Mais pourquoi cette fascination, Jean Garrigue, pour l'homme providentiel? C'est parce qu'on ne croit pas? Il faut du rêve en fait? Alors, évidemment, il faut du rêve. La politique, c'est aussi du rêve. Mais la politique, c'est aussi la capacité à négocier collectivement des solutions, comme le font les Allemands, par exemple, avec la grande coalition. De gauche et de droite, social-démocrate et conservatrice. Exactement. Et au fond, ce symptôme-là, ce syndrome de l'homme providentiel, c'est aussi quand même avant tout le constat de nos carences, de notre impossibilité à trouver ensemble, finalement, des solutions. Et donc, l'idée de s'en remettre comme ça à un personnage qui aurait, d'un coup de baguette magique, la possibilité de tout changer, de tout améliorer. Jean Garrigue, historien spécialiste de l'histoire politique. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment des scandales de la République, de Panama et désormais donc à l'affaire Cahuzac. Nouvelle édition mise à jour de ces Nouveaux Mondes Poche. Merci à vous, Jean Garrigue, d'avoir témoigné sur TV5 Monde.